Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce jeudi soir sur Vox Africa pour une nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Ce soir, nous allons nous attaquer à un pays très connu, notamment en Afrique subsaharienne. Il s'agit de la France. Nous allons voir ce que vaut ce pays aujourd'hui et nous allons, avec l'appui de nos invités, revenir sur les temps forts qui ont secoué la France ces dernières années. Nous écouterons aussi des spécialistes français se prononcer sur la situation à la fois économique et même socioculturelle de la France. Dans l'Intelligence du Monde, vous savez, c'est un panel, ce sont des invités que je m'en vais vous présenter et je vais commencer par un confrère, Parfait Nicolas Siki du quotidien de l'économie. Parfait, bonsoir. Bonsoir, Jules. Vous êtes directeur des rédactions du quotidien de l'économie, qui est un journal camerounais, mais qui est un magazine qui, lui, est panafricain, le quotidien de l'économie magazine, avec pour directeur de publication le bien nommé Thierry Ekouti, et vous êtes le directeur des rédactions. Tout à fait. Et vous êtes en partenariat avec Vox Africa, ce n'est pas ce qui justifie votre présence sur le plateau, je vous rassure. Donc, à côté de vous, j'invite un autre confrère, Yannick Yemga de L'Œil du Sahel. Yannick, bonjour. Bonjour, Jules. Merci d'être sur nos plateaux. L'Œil du Sahel, c'est un magazine spécialisé, notamment, est-ce qu'on peut le dire, qui se consacre, comme son nom l'indique, à une certaine région du Cameroun. En fait, c'est un tri-hebdomadaire. L'ancrage de ce journal est naturellement régional, puisque nous nous intéressons en priorité à l'actualité de la partie septentrionale du pays, mais nous avons un ratio de 20-30% national et nous nous intéressons évidemment aussi au monde dans lequel nous vivons, parce que le septentrion du Cameroun ne vit pas en autarcie, il fait partie du Cameroun et le Cameroun fait partie du monde. On va dire que vous vous êtes fait remarquer, notamment avec la couverture assez exceptionnelle de la crise que connaît le Cameroun dans cette partie-là avec les attaques terroristes. Et votre journal a été l'un des éléments qui avait le plus d'informations là-dessus. Oui, c'est normal parce que l'épicentre de cette crise est situé dans la partie septentrionale, comme je vous le disais tantôt, et les populations qui sont les premières affectées par cette crise sécuritaire, ce sont les populations de la région de l'extrême nord. Donc il est normal, notre lectorat étant en grande partie constitué des populations qui habitent sur cette partie de notre territoire, il est normal que nous nous intéressions à ce sujet. Je profite de la tribune que vous nous donnez quand même pour adresser nos sincères condoléances aux familles qui sont tous les jours endeuillées par Boko Haram. Il y a eu dimanche dernier encore une... Et on en parle de moins en moins. C'est dommage, ce n'est pas le thème de l'émission. On aura l'occasion peut-être d'en revenir. Et avec votre permission, je vais accueillir le professeur Charlie Gabriel Mbok. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes très connu du monde des médias africains. Vous êtes en politique. Vous êtes aussi surtout un auteur. Et vous avez écrit un célèbre livre qui était Décoloniser la France, qui a une nouvelle édition aujourd'hui, c'est La France d'Afrique, oui, avec un titre tout aussi provocateur que le précédent. Alors, j'aimerais, en guise d'introduction, que vous nous racontiez un peu l'histoire de ce livre-là. Pourquoi décoloniser la France et surtout pourquoi l'avoir réédité aujourd'hui sous un autre titre? Oui, je vous remercie. Décoloniser la France, parce que la sympathie qu'on a pour la France vient du formatage aussi que nous avons subi. Parce que pendant longtemps, nous, à l'école primaire, on nous enseignait que la France était la première puissance du monde, après les États-Unis, après la Russie, après l'Allemagne, après la Grande-Bretagne. Alors, personne ne voulait dire que la France était sixième. Mais il fallait que nous retenions, nous, les petits nègres, que c'était la première. Et il y avait une célèbre chanson, La France est notre mère, ah oui, et c'est elle qui nous nourrit. Avec ses pommes de terre et ses macaronis. Voilà. Alors, plus tard, on a découvert que les macaronis étaient plus italiens que français. Donc, l'analyse nous a amené à observer un certain nombre de contradictions, de paradoxes, et on s'est rendu compte que la France était colonisée par ses colonies, qu'elle était victime de ces colonies dans la mesure où elle n'avait pas la possibilité de se libérer de ces colonies. Et nous avons estimé que, plutôt que de penser que les colonies
était dépendante du colonisateur, on s'est rendu compte que c'est le colonisateur qui était devenu dépendant des colonies. Eh bien, notre sympathie pour la France nous a incité à demander la décolonisation de la France pour que la France retrouve sa liberté. Et parce que si elle arrivait à retrouver sa liberté, cela voulait dire qu'elle devenait autonome, économiquement viable, et que les colonies ne pouvaient plus prétendre être la vache laitière de la France. Ça fait un peu paradoxal, mais l'idée était de démontrer en fait que l'aide dont on parle, l'aide de la France à l'Afrique, est en réalité le parasitisme dont souffre l'Afrique par rapport à la France. Alors le changement de titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'éditeur? L'éditeur a accueilli le premier titre qui a fait impact. Et lors d'une visite au Canada, la colonie, si vous voulez, la diaspora africaine a été très intéressée par ce titre. Et certains ont estimé que le titre était un peu hermétique. Il fallait donc en quelque sorte décliner ce titre pour en faciliter la compréhension. Le contenu restait le même et quelques années après sa parution, nous nous sommes rendus compte que la France ne se démentait pas et qu'elle ne nous a pas démenti parce que nous disions que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France organise à Paris des états généraux de la sécurité en Afrique. C'était un message codé qui voulait dire que l'Afrique allait se retrouver en insécurité, en une insécurité si grave qu'il fallait absolument que la France s'organise pour défendre l'Afrique. Or, on observe que on a placé une grenade pour ensuite venir la dégoupiller et se présenter en libérateur. Et l'analyse a été confirmée. Fabius, qui avait dénoncé ce qui se passait avant en Afrique, a approuvé ce qui s'est passé en Centrafrique. On s'est donc rendu compte que la France s'était confirmée comme le pays européen le plus tropical. D'accord. Merci. En tout cas, on aura l'occasion de revenir là-dessus. J'accueille notre dernier invité de ce soir, qui est un habitué de ce plateau parce que consultant permanent, le docteur Maurice Simodium. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci en tout cas de nous honorer une fois de plus de votre présence sur ce plateau. Alors messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément qui brosse un peu de manière assez ramassée la situation de la France aujourd'hui. Et nous revenons sur le plateau pour en parler. À tout de suite. Parce que si vous réussissez à relancer l'activité économique, vous allez offrir un emploi à tout le monde, vous allez permettre des augmentations de pouvoir d'achat, vous allez permettre des augmentations de salaire, mais il faut bien remettre les choses en place et refaire démarrer l'économie française. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas réussi depuis 20 ou 30 ans? À cause de votre raisonnement. Parce qu'on a essayé de faire plaisir à tout le monde, de mettre en place une politique qu'on estimait ou qu'on souhaitait la plus juste possible dans l'immédiat, ou la plus capable d'obtenir l'adhésion des électeurs dans l'immédiat, moyennant quoi on n'a jamais réussi à faire démarrer l'économie française. On a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et 2200 milliards de dettes. Donc moi, je veux rompre avec cette situation, et pour rompre avec cette situation, il faut d'abord créer une dynamique de compétitivité. La dynamique de compétitivité, c'est 40 milliards de baisse de charges et de fiscalité sur les entreprises et sur l'investissement. Et en même temps, c'est un effort sur le pouvoir d'achat, celui que vous avez évoqué pour les bas salaires, que, à mon sens, les autres candidats dans cette campagne, en tout cas ceux qui ont une chance d'accéder à la présidence de la République, ne proposent pas. Et en gros, l'idée dominante, c'est de faire ce que le SPD allemand a fait en 1959,
ou ce que l'on retrouve dans l'esprit du manifeste Blair Schroeder de juin 1999, la troisième voie, comme l'écrivait ce manifeste. C'est-à-dire que c'est le virage social-libéral de toutes les démocraties modernes. Elles l'ont toutes fait. L'État autant que nécessaire, le marché autant que possible. Et l'enjeu véritable, c'est d'inverser la façon dont fonctionne l'économie. Aujourd'hui, nous consommons plus que nous produisons. Il faut produire plus que nous consommons. Il y a des choses qui non seulement déclinent aujourd'hui en France, mais qui sont en train de s'effondrer. Et pour qu'un redressement s'opère, car Alain Duhamel a raison, il n'y a rien de fatal, il faut faire le bon diagnostic. Je donnerai 2 exemples. La langue française. La langue française. Robert Redeker, dans son livre L'école fantôme, dit qu'elle a disparu, elle est en train de disparaître de notre paysage acoustique. 2 exemples. Et je ne parle pas simplement des banlieues, hein, ou du parler populaire. Notre ministre de l'Éducation, les parents ne comprennent juste rien à comment travailler à la maison. Un philosophe interrogé sur France Culture. Je me suis interrogé, dit-il justement, sur pourquoi j'ai écrit Retour à Reims. Effondrement de la syntaxe, rabougrissement du vocabulaire. Cela, nous le voyons tout le jour. Pourvu que nous ayons une oreille, nous l'entendons. Que s'est-il passé? Il s'est passé l'école, qui a voulu donner la parole avant de donner la langue, et ça donne ça. Et deuxième effondrement, qui est peut-être dû à un problème très bien pointé par Alain Duhamel, la ruine, le désastre de l'école. Au lieu de vouloir faire reculer l'ignorance, on veut aujourd'hui faire reculer l'inégalité, et quelquefois, à ce désir, à cette aspiration, on sacrifie des savoirs. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau de l'intelligence du monde après avoir suivi cet élément. Je vais donner la parole déjà à Parfait Siki qui prenait des notes. Quelle réaction après avoir écouté ça? La France, c'est aujourd'hui pratiquement 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et une dette chiffrée à plusieurs milliards d'euros. 2200 milliards. Et un peu plus aujourd'hui. Je crois que la France doit être à 2250 milliards. Donc chaque jour qui passe, on augmente la dette de la France. Je suis effectivement frappé par ces chiffres. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Bon, c'est vrai que les uns sont un peu dans les autres. Parce que si on avait additionné arithmétiquement, ça ferait 15 millions de personnes dans une précarité on peut estimer que les 6 millions de pauvres, les 6 millions de chômeurs se retrouvent dans les 9 millions de C'est pour ça que je ne ferai pas cette addition facile. Mais quand vous voyez le nombre de Camerounais que nous sommes, à peu près 23 ou 24 millions, vous vous dites que ça en fait du monde. Ça en fait du monde qui vit dans la précarité, qui vit dans la pauvreté. Et ça peut vous faire relativiser la manière de regarder cet Eldorado dont on nous parle beaucoup dans les villes et les quartiers. En particulier, ce qui me frappe, c'est la dette. C'est la dette publique de la France. Elle est, je l'ai rappelé, de 2250 milliards aujourd'hui, d'euros. Il faut bien préciser, quand vous faites la conversion en francs CFA pour ce qui nous regarde en Afrique francophone, vous êtes à peu près 1 500 000 milliards de francs CFA. Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être comparer avec la dette du Cameroun, qui est de 5 400 milliards de francs CFA. Mais est-ce qu'il y a une réelle comparaison? Non, Cameroun, mais je voudrais simplement que les rapports soient faits, que les gens fassent bien les transpositions qu'on peut faire pour mieux apprécier quelle peut être la profondeur de l'endettement de la France. Mais est-ce que, Parfait Siki, est-ce que c'est un problème d'être endetté? Parce que, est-ce qu'on peut être une grande puissance sans être endetté? Les plus grandes puissances du monde sont malheureusement ou alors heureusement les plus endettées. Les États-Unis, le Japon. Très bien. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que tous les jours, on nous rappelle qu'on est trop endetté. On rappelle aux pays pauvres qui sont trop endettés. Parce que vous avez un pays comme le Cameroun qui a 30%, sa dette représente 30% de son PIB, on lui dit qu'il est trop endetté, il faut ralentir. Alors que la France est à 99%. Maurice Simojo, 99%. La France, au moment où nous parlons, comme elle s'endette chaque année depuis 1974, présente un budget en déficit. Donc, aujourd'hui, la France doit déjà être à 100% de son PIB de la dette. Mais cela n'inquiète personne. La France emprunte à des taux qui sont relativement autour de 0,5%, des taux d'intérêt.
Parce que, bon, il y a la signature de la France. Mais nous, les pays africains, les pays pauvres, on ne peut pas arriver à ce niveau sans que la sonnette d'alarme ne soit tirée, sans que le danger ne soit présenté. Et c'est pour ça que je dis que il y a des moments où on doit pouvoir remettre les pions dans les cases. Si on donnait aux pays africains la marge de financement que l'endettement de la France lui permet d'avoir, vous savez ce que nos pays seraient? Si on pouvait avoir 1 500 000 milliards de francs CFA dans un pays comme le Cameroun, supplémentaire, qu'est-ce qu'on ne serait pas? Donc, il faut relativiser ce que ces pays sont. Ils s'endettent aussi, la France en particulier, s'endette chaque année pour pouvoir soutenir son budget, sa sécurité sociale, c'est-à-dire que tous les hôpitaux, le système social français que l'on vend tout le temps. La sécurité sociale qui est souvent mise en œuvre. Il faut donc comprendre qu'il est en partie financé par la dette. Alors, je veux que chacun réagisse rapidement sur cet premier élément. Docteur Simodium, une réaction après ce que vous avez écouté? Alors, ce que j'ai écouté, Alain Finkielkraut, il dit le système scolaire français ne combat pas l'ignorance, il combat plutôt les inégalités. Et je crois que c'est un véritable problème de civilisation en France, parce que la France a une longue tradition monarchique et théocratique. Donc pendant plus de 1000 ans, la France a vécu dans l'obscurantisme des seigneurs qui étaient une poignée et qui avaient pris en otage le reste de la société, qui avaient esclavagisé des millions de serfs. Du coup, au sortir de là, l'obsession depuis toujours, depuis la fin du Moyen-Âge, c'est d'avoir l'égalité. Or, les pays qui ont accompli des grands succès éclatants, c'est des pays qui recherchent la liberté. Donc là où on recherche l'égalité, il y aura une tendance au nivellement par le bas, une tendance au moindre effort, une tendance à l'assistanat perpétuel. Donc c'est le problème français aujourd'hui. Les Français sont habitués au moindre effort, ils aiment l'assistanat, ils croisent les bras, ils perçoivent des aides, mais ils ne travaillent pas pour produire. Donc il y a un endettement, mais qui n'est pas soutenu par la production. La France n'est pas productrice. Son déficit commercial est de 50 milliards. Donc elle exporte moins 50 milliards d'euros. Donc il y a donc ce problème de ratio entre l'endettement qui est fulgurant et puis la productivité qui est de plus en plus faible. Mais je voulais quand même vos réactions par rapport à ce que disait Parfait Siki tout à l'heure sur la dette. On sait aujourd'hui que certains pays africains ont été obligés, et ma foi, d'être dans un programme de pays pauvres et très endettés. On sait aujourd'hui que le Fonds monétaire international dirige déjà l'économie d'un certain nombre de pays parce qu'on estime que le taux d'endettement est totalement déraisonnable. Alors, comment comprendre ce paradoxe? Est-ce qu'on peut se développer sans s'endetter? Pourquoi ceux qui sont supposés être des premières puissances, avec les pays les plus riches, sont les plus endettés et qu'on ne peut pas permettre aux pays africains de s'endetter suffisamment pour se développer? Pour moi, ce n'est pas un paradoxe, c'est même une contradiction. Donc, c'est illogique de demander à des gens qui ont une capacité d'endettement de ne pas s'endetter, tandis que ceux qui n'ont que la signature en réalité, donc ils n'ont que le crédit. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des menaces et je crois que ces menaces vont se préciser. Des agences de notation vont déclasser un certain nombre de pays. Ces pays. Donc, de toutes les façons, avoir une signature... Mais comme c'est un peu aussi qui tiennent les agences de notation, est-ce que... Oui, ce n'est pas toujours... Donc, avoir une signature n'est pas un gage économique. C'est un gage symbolique, un gage d'influence. C'est de l'intimidation en réalité. Dans ces pays, nous intimident. Et il faudrait que nous sortions de cette dictature de l'intimidation qui veut que nous élaborions nos politiques, nous élaborions notre manière de voir sur la base de ce qui est dicté par l'extérieur. Donc il faut une intelligence de la résistance, de telle sorte que les discours et tout ce qui est fait comme conseil, assistance et tout, que nous résistions et que nous développions nous-mêmes notre ingénierie économique pour avancer selon ce que nous voulons faire
et non plus être tout le temps en train de dire, bon, le FMI nous a demandé de baisser ceci, on va baisser cela. Et puis, l'ajustement structurel, nous pouvons faire nous-mêmes des ajustements structurels quand c'est nécessaire. Sans avoir besoin d'aller au Fonds monétaire international. Alors, on va écouter le professeur Charlie Gabriel Mbok pour sa première prise de parole après tout ce qu'on vient d'écouter. J'apprends toujours beaucoup auprès des économistes parce que, comme ce n'est pas mon champ d'études, et j'apprends que l'économie du surendettement qui fait de la France un pays déficitaire a été transplantée dans la plupart de ses colonies. Et il ne faut pas s'étonner que la plupart de ces organismes internationaux, on a évoqué le FMI, mais voyons l'ONU, ce n'est pas pour les pays du tiers-monde, voyez-vous, parce que pendant longtemps, l'ONU qui était conçue pour empêcher les guerres, eh bien c'est l'ONU maintenant qu'on sollicite pour déclencher des guerres. Voyez-vous, et le FMI, c'est pour qui? C'est pas pour ces pays qui font partie des conseils d'administration du FMI, etc. C'est des boucliers que ces pays se sont constitués pour continuer à ponctionner les pays du tiers-monde qu'on appelle pays sous-développés. Et au plan judiciaire, la Cour pénale internationale est dans le sillage. Vous voyez, c'est bon pour les autres et c'est jamais bon pour ces pays-là. Alan Greenspan, qui a été président, je crois, directeur de la banque américaine, le Fed, voilà, a publié un ouvrage très instructif pour nous autres profanes, Le temps des turbulences. Et il évoquait comme paramètre économique la confiance. Quand il n'y a pas confiance, il y a problème. Ces pays se sont organisés pour que leur signature soit crédible. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé pour décrédibiliser les signatures de tous les autres. Ils savaient donc ce qu'ils avaient manigancé. Si aujourd'hui, le consumérisme met ces pays en difficulté et qu'on se rende compte que dans un pays comme la France, on ne produit pas autant qu'on consomme. Voyez-vous, on va répercuter ce schéma dans les pays colonisés pour que les économies d'endettement et de surendettement permettent à ce pays qui ne produisent pas de tirer, comme on dit vulgairement, leur marron du feu. Parce qu'ils transfèrent leurs difficultés pour se faire payer ce qu'ils n'ont pas. C'est un système très habile, très subtil, qui veut qu'à un moment donné, vous vous retrouviez dans une situation d'ingouvernabilité parce qu'en réalité, on a organisé votre pays pour que vous ne soyez pas en gouvernance, mais que vous restiez en gérance. Et le maître de l'établissement sait où vous avez fauté, où ça ira mal, et il descend de son avion en maître pour vous redonner des leçons, alors qu'il sait très bien le piège qu'il avait organisé et dans lequel il vous a poussé. D'accord. Alors, Yannick Yemga, une première prise de parole. Moi, je voudrais réagir sur deux choses. La première, ce sont les chiffres qui ont été avancés par François Fillon dans sa posture de candidat à l'élection présidentielle, pour dire qu'un de ces chiffres n'est pas exact, parce que l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est un peu le pendant chez nous de l'Institut national de la statistique, établit qu'en 2017, il y a 14,2 millions de pauvres en France. On est très loin des 9 millions des fameux 9 millions avancés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que disait fort justement Parfait Siki, c'est que le modèle social français est un mirage, c'est une imposture. Parce que lorsque vous financez un tel modèle social avec l'endettement, ça pose problème. L'endettement en soi, vous avez posé cette question, n'est pas mauvais. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait de l'endettement. Or, il se trouve que cet endettement ne sert pas principalement au financement de l'économie, à l'investissement, mais plutôt à financer un modèle social. Il y a Franz-Olivier Gisbert qui a écrit un livre intitulé « La tragédie du président » qui raconte un peu le pouvoir de Jacques Chirac, parce que Franz-Olivier Gisbert a côtoyé au moins quatre présidents, chefs d'État français. Et Jacques Chirac indiquait qu'au cours des 30 dernières années, la France a vécu au-dessus de ses moyens. Au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire
pour donner le sentiment qu'elle était une grande puissance. Et la vérité aujourd'hui, c'est que vous avez eu des premiers ministres en France qui ont tenté de faire des réformes, et ces premiers ministres ont été balayés par la rue. Parce que dès qu'il y a une réforme qui tient compte de la réalité économique en France, vous avez des milliers de gens dans la rue. Le problème aujourd'hui, c'est que la France est bloquée parce que les réformes ne sont pas possibles, parce que vous ne pouvez pas vous attaquer impunément à ce modèle social qui, comme je l'ai dit, se rend compte, peut-être pour compléter, Yannick Gemga, que tous les hommes politiques français qui ont essayé de dire un peu la vérité aux Français se sont retrouvés totalement en marge. On peut parler de François Bayrou, qui était l'un des candidats qui avait une vision assez claire de la France. Je voudrais quand même indiquer quelque chose. C'est que la dernière présidentielle française nous a donné une leçon. Ce n'était pas la première fois, parce que quand vous avez Macron qui arrive au pouvoir, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la droite. Des gens disent que c'est une révolution. Ce n'est pas vraiment une révolution. Souvenez-vous de Giscard qui était du centre, qui arrivait au pouvoir. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que vous avez une montée des extrêmes. L'extrême gauche, l'extrême droite, qui surfent justement sur le grand malaise économique, social, et on va même dire culturel de la France, parce que le docteur Simon l'indiquait à juste titre. Vous savez, l'histoire française, l'histoire de la monarchie a créé ce qu'on appelle les grandes écoles. Dans les pays anglo-saxons, ça n'existe pas. Et ces grandes écoles, c'était pour perpétuer l'élite. Et si bien qu'aujourd'hui, la préoccupation, comme l'a indiqué l'élément, c'est de réduire les inégalités et non pas d'avoir une école de donner de l'éducation compétitive. Voilà. Vous allez voir que la plupart des pays qui s'en sortent aujourd'hui dans le système de l'économie du savoir sont des pays qui ont misé plutôt sur la qualité d'enseignement. Ça ne veut pas dire que la France n'a pas un bon système éducatif, ce n'est pas ce que je dis, loin de là, mais ça veut dire que par rapport à des pays de son calibre, la France n'est pas tout à fait première. Alors, avec vos permissions, je voudrais qu'on réoriente la discussion, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'autres spécialistes qui sont mieux placés pour parler des problèmes de la France. Nous, on veut parler de ce problème-là aussi sous le prisme africain, parce que le titre de l'émission, c'est l'intelligence du monde, mais on aurait bien pu l'intituler l'Afrique et l'intelligence du monde. Parce que dans toute cette affaire, quelle est la place de l'Afrique? J'ai envie de revenir avec vous, docteur Simon Diom, sur la construction de la France. Comment est-ce que la France fait pour être ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est dans le G20, elle est dans le G7, elle est considérée comme une puissance. Est-ce qu'il y a eu, comme ça a été le cas dans certains autres pays, un miracle économique français? Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait ce décollage-là? Parce qu'à la base, la France, c'est rien du tout. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Donc, alors, souvenons-nous toujours du Code noir. C'est la systématisation d'un crime contre l'humanité, le Code noir, c'est-à-dire autour du roi et d'éminentes personnalités du monde politique, du monde économique, du monde impérial, s'accordent pour réduire une catégorie humaine à l'esclavage. Donc, ça, c'est la France, c'est l'histoire de la France. Donc, la France tire une partie non négligeable de son succès à l'exploitation de ses colonies, d'abord, avant les colonies, à l'esclavage. Et jusque-là, il n'y a pas eu de miracle français. Donc même le fait de s'être adossé sur des millions de travailleurs à la main-d'œuvre non payée, à la main-d'œuvre gratuite, dans des conditions inhumaines, n'a pas fondé un miracle économique. Tous les livres d'histoire économique relatent les miracles économiques qui se sont déroulés dans le pourtour de la Méditerranée, dans l'Atlantique, mais il n'y a pas de miracle économique français. Au cours des 30 dernières années, on a parlé d'un miracle économique vendéen. La Vendée, c'est un département français où des choses se passent un peu différemment, avec un taux de chômage très bas, avec un réseau de PME très solide, avec un réseau de solidarité autour de ces PME qui est très solide. Mais à part le miracle vendéen, le succès économique de la France est quelque chose qu'il faut toujours relativiser. Et ceci, au moins pour la raison simple, c'était ce que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire tous les autres miracles étaient basés sur la confiance, l'éthique de la confiance compétitive, et qui a comme principale valeur la liberté. Donc c'est lorsque vous êtes
libre, lorsque vous cherchez la liberté, que vous prenez des risques, vous prenez des initiatives, vous acceptez l'échec qui est une étape vers le succès. Or, lorsque votre préoccupation, c'est l'égalité, il y a donc un développement de l'économie de la solidarité, un développement de l'économie du nivellement. Donc, il faut que tout le monde se batte pour que tout le monde se ressemble. Donc, c'est un problème de similitude. La France veut la similitude. Donc, c'est pour cette raison que la France n'a jamais eu un miracle économique. À plusieurs reprises dans le passé, elle a failli avoir un miracle. Mais le problème, c'est quoi? Là où elle avait développé un port, comme l'expliquent les économistes, un grand port, il n'y avait pas un arrière-pays agricole. Et là où elle avait un arrière-pays agricole, il n'y avait pas un grand port les deux conditions doivent être réunies au cours de l'histoire pour qu'on espère que les échanges vont accroître les devises et faire du pays un miracle économique. Donc, cela n'est pas arrivé. Autre chose, la France n'a jamais été un pays de la mobilité. C'est un pays du sédentarisme, un pays dans lequel les gens se complaisent dans des positions statiques, dans des rentes, parce que même la quête de l'égalité, c'est une quête qui n'a jamais été conséquente. Elle a toujours été confuse parce que, comme le disait Yannick tout à l'heure, il y a la volonté, il y a le fantasme de l'égalité. Mais a priori, c'est-à-dire en amont, il n'y a pas les conditions de l'égalité. Et c'est ce que le politologue français Pierre Rosanvallon appelle le paradoxe de Bossuet. Et Bossuet dit Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences d'actions dont ils chérissent les causes. Donc vous ne pouvez pas en amont protéger la rente immobilière, protéger l'oligarchie à travers un système de grandes écoles qui perpétue le déterminisme social des gens nés dans des familles aisées. Et venir en aval pour dire il faut qu'on ait l'égalité, ce n'est pas possible. Lorsque vous allez dans une grande école, vous avez un destin qui est tracé. Oui, on connaît un peu la classe politique de la France de ces 50 dernières années avec un parcours tout à fait tracé. On n'est jamais surpris. Il y a eu quelques rares exceptions qu'on pourrait qualifier d'accident de l'histoire, mais sinon, à quelques exemples près, ça montre que c'est Sciences Po Paris. Ça montre que même l'égalité que la France recherche n'est pas conséquente parce que si vous recherchez l'égalité, il faut être un pays socialiste à 100% ou alors un pays communiste résolument. La France veut s'afficher comme un pays compétitif, comme un pays de liberté, de libéralisme, comme un pays libéral. Mais en même temps, elle traîne ces fardeaux. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Je voulais avoir la réaction du professeur Charlie Gabriel-Mbok sur la constitution de la France. Est-ce que déjà on peut parler de la France comme une puissance? Parce que certains experts estiment que la France est une puissance politique et c'est tout. Les termes peuvent prêter à confusion. La France a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se présenter au monde comme une puissance. Et la première caractéristique tient du marketing. Le marketing politique français occupe beaucoup d'intelligence française et s'active à vous vendre des produits dont la qualité reste parfois à établir. Et c'est toute la question de la compétitivité. Prenons le cas du savoir. Tout à l'heure, M. Yemga a évoqué l'économie du savoir. L'école française nous a enseigné à savoir. Mais au moment où le monde entre dans la problématique de l'économie du savoir, il ne s'agit plus de savoir, mais de prouver ce qu'on sait faire avec ce qu'on sait. À ce niveau-là, la question devient difficile pour la France. Pourquoi? Parce que la France est bâtie, elle est monarchiste fondamentalement. Et M. Simon a développé cet aspect, je ne veux pas insister. La France, toute monarchiste qu'elle est, fait comme si elle voulait harmoniser, homogénéiser. Et c'est pour cela que sa politique dans les colonies est une politique d'assimilation. En réalité, c'est l'extinction de l'autre au niveau des colonies,
mais la prétention à l'égalité à l'intérieur de l'Hexagone. Il y a là quelque chose qui ne peut pas bien marcher, parce que c'est un paradoxe. Et l'analyse que nous avons suivie m'a rappelé un mot de Pierre Joxe qui apparaît dans ce livre que vous m'avez fait l'amitié d'évoquer. En 1998, Pierre Joxe, il dit une chose dans une interview à Michel Sarrazin: il y a encore chez nous l'habitude d'avoir des sujets, de coexister avec des individus de statut inférieur, de faire travailler à notre profit des hommes n'ayant pas tous les droits de l'homme et encore moins ceux des citoyens. Ce schéma est ancré dans la conscience collective de la France. Faire travailler les autres pour nous. Et ceci entraîne que pour peu qu'il y ait révolte parmi les travailleurs, la France est désemparée. Elle n'a pas d'argument, alors elle va utiliser des armes pour briser tout ce qui ressemble à une révolte, à une prise de conscience. Ceci entraîne que, de mon point de vue, la France s'enferre parce que d'un côté, elle chante la liberté, mais de l'autre, elle écrase les libertés. Et c'est ce paradoxe qui, de plus en plus, a des effets économiques, parce que ce que les hommes d'affaires français, les industriels français subissent, les oblige à aller chercher les libertés économiques ailleurs. Et c'est toute la problématique de la délocalisation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après avoir chanté les libertés, on chante aujourd'hui, on s'enferme de plus en plus dans le protectionnisme. Je ne peux pas en parler aussi intelligemment que les professionnels, mais en réalité... Un retour au made d'une France, voilà, la France est essentiellement contradictoire et elle se braque chaque fois que vous la mettez devant son miroir. Elle ne se reconnaît pas, elle fait comme si elle ne se reconnaît pas, mais en réalité, elle redoute son propre visage au fur et à mesure que le monde comprend. Alors, c'est exactement, si vous permettez, c'est exactement le schéma là que nous vivons. Voilà. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a de nombreux chefs d'État qui se sont succédés. Mais comment n'arrive-t-on plus à faire 2 mandats en France? Mais simplement parce que ceux qui ont pris le pouvoir, qui ont battu de belles campagnes en disant nous allons redresser le pays, nous allons le relancer, etc., face à la réalité, quand ils ont voulu agir pour faire redécoller ou décoller, puisqu'on est en train d'établir qu'elle n'a jamais vraiment été un miracle, ces chefs d'État sont devenus impopulaires. Parce que, comme vous dites, cette France, elle est contradictoire, c'est-à-dire qu'elle est elle-même assise sur un pouvoir factice, sur une puissance factice, mais quand quelqu'un veut venir lui donner un substrat, elle se braque contre la personne et la repousse. Et c'est ce qui explique peut-être, pour revenir sur ce qu'on peut appeler les revendications sociales, il y en a en France depuis des siècles, et quel que soit le dirigeant qui arrive, il n'a jamais trouvé la bonne solution pour les Français. Et peut-être ça nous amène à parler un peu de la France actuelle, celle de Macron, qui est venu avec un discours beaucoup plus libéral encore, avec une agressivité verbale vis-à-vis de ce système français. Est-ce que vous pensez qu'il va connaître le même sort que les autres? Parce que Macron, lui, dit une chose qui est très simple. Il faut qu'on arrête d'avoir peur du succès en France. Il faut qu'on donne plus de pouvoir aux capitaines d'industrie. Il faut qu'ils gagnent plus d'argent, parce que ce n'est que comme cela qu'on va arriver effectivement à maintenir la France dans un système compétitif. Et on se rappelle très bien aussi que François Hollande, toujours pour faire plaisir à tout le monde, avait décidé de taxer les plus riches à 75%. Et les conséquences sur l'économie française ne se sont pas fait attendre. Alors, est-ce que Macron est en train de suivre le chemin? Parce que, comme vous le voyez bien, la France, qui est aussi un pays de sondages, les sondages commencent déjà à démontrer la baisse de la popularité du nouveau président français. Et vous voyez bien que tous les jours aujourd'hui, les syndicats sont une fois de plus dans la rue. On a l'impression de revivre le quinquennat de Sarkozy, celui d'Hollande. Aujourd'hui. La France est ingouvernable. C'est ça. On peut conclure en disant que la France est ingouvernable. Parce que quand vous évoquez le cas de Macron aujourd'hui, ça rappelle le fougueux Sarkozy qui était venu, qui voulait redonner du pouvoir d'achat, il voulait travailler plus pour gagner plus. C'était tellement séduisant. Et il a même fait des fiscalisations des heures supplémentaires, etc., un ensemble de mesures. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé une tonne de critiques, c'est le président des riches.
Mais ça vous rappelle rien, ça vous rappelle exactement ce qu'on dit à Macron aujourd'hui. Il est le président des riches, seulement parce qu'il a fait baisser, il veut supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que, il veut faire revenir les grandes fortunes, les investisseurs en France, mais les Français, non, on pense que vous êtes un président de riches, parce qu'il veut supprimer quelques aides que l'on accorde aux étudiants, qu'ils appellent APL. On pense, non, il ne faut pas y toucher. Mais justement, toutes ces aides sont financées par la dette. Et par l'exploitation aussi. Oui, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas, la France ne peut pas s'en sortir aujourd'hui sans remettre en cause, sans abandonner un ensemble de privilèges qui ont été construits je vous relance. Est-ce que justement ce rebondissement dans la situation de la France n'est pas lié aussi à sa décadence sur la scène internationale, au fait que des zones qui lui étaient totalement acquises, il y a quelques années, on parlait des précarés français où les multinationales françaises avec pignon sur rue, sont aujourd'hui totalement concurrencées et que la France se retrouve un peu à l'étroit et va être obligée à un moment donné de travailler pour maintenir son système. Parce que ce système, comme vous le dites, a été longtemps financé à la fois par l'exploitation notamment de ces anciennes colonies, tout à fait, par l'endettement. Est-ce que c'est le fait que les choses se soient beaucoup plus complexifiées aujourd'hui? On a des entreprises chinoises, des entreprises américaines, des entreprises turques, russes, qui sont venues prendre des parts de marché importantes et la France se retrouve confrontée à ces réalités. Et vous permettrez que je termine là-dessus parce qu'on se rend compte que depuis également ces 20 dernières années, tous les nouveaux présidents annoncent la mort de la France-Afrique, ils annoncent des grandes ruptures avec cette façon de procéder, mais une fois assis à l'Élysée, il y a une amélioration du discours et on ne comprend pas toujours ce qui se passe entre le candidat et le président plus tard. La France est une victime de la mondialisation. C'est ce que vous dites en fait. La France est une victime de la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors l'ancien ministre français Arnaud Montebourg a essayé quelque chose. Il est allé dans le salon, dans la maison d'un Français ordinaire, et puis ils ont fait le pari de ne garder que le Made in France, c'est-à-dire les objets fabriqués en France. Et ils se sont rendus que quasiment toute la maison a été vidée. Il ne restait qu'un fauteuil, 2 ou 3 babioles, et que le reste venait de l'étranger. Donc la France est une victime de la mondialisation. Le miracle économique qui a manqué à la France, dont parlait Maurice Simodion tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès que la concurrence s'est installée, la France a tout perdu. Même ses entreprises sont parties s'installer à l'étranger parce que son environnement n'est pas attractif pour les entreprises. Et les étrangers, la Chine, les États-Unis, sont venus massivement placer et importer leurs produits en France. Du coup, la France, elle est aujourd'hui à l'étroit. Elle est aujourd'hui une victime de la mondialisation. On le voit sur le français, on le voit sur le commerce international, on le voit sur l'industrie, on le voit sur beaucoup de choses. Et c'est évident. C'est évident que sa place de puissance économique mondiale est parfaitement compromise. Il faut peut-être la remettre en question. Oui, justement. Alors, peut-être, et je crois que le professeur Charlie Gabriel l'a dit, s'il y a une chose qu'on peut reconnaître à la France, c'est qu'ils sont très forts en marketing politique. Parce que malgré ça, malgré cette situation réelle, la France arrive toujours à se positionner comme étant l'un des grands de ce monde, Yannick Guémena. Oui, en fait, pour vous donner une idée du déclin français, il y a eu entre 2012 et 2016, 887 sites industriels français qui ont fermé. C'est vrai que vous allez me dire qu'entre-temps, on a inauguré 609 usines, mais ça représente une perte nette de 278 entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson. Vous avez donc ces entreprises qui ont fermé, ça signifie plus de chômage, moins de recettes fiscales, et donc moins de richesses redistribuées à la population. Ça, c'était pour vous donner une idée un peu du déclin français. Maintenant, sur le plan politique, et Parfait le disait, l'instabilité politique en France est source de problèmes, à la fois pour les investisseurs et pour la construction. Pour les investisseurs, pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un qui peut venir, comme François Hollande, et vous dire qu'il va taxer les créateurs de richesses
à 70%. 75%. Enfin, 75%. Vous avez toutes les chances que ces gens prennent leurs capitaux et vont s'installer ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pendant le quinquennat de Hollande. Vous avez vu qu'on a ouvert des sites au Maroc, on en a ouvert en Asie. En Inde aussi. En Inde aussi. Donc, vous avez cette instabilité politique. Et vous avez aussi quelque chose qui est extrêmement pernicieux en France. L'idée qu'on propage que c'est l'immigration qui est responsable de tous les problèmes français. Je vais vous donner là encore quelques chiffres. Entre 2004 et 2012, il y a eu en moyenne 200 000 immigrés qui ont foulé le sol français. Sur ces 200 000, vous avez, parce que l'imagerie populaire pense que quand on parle d'immigration, c'est l'immigration subsaharienne. C'est pas vrai. Vous avez 11% de cette immigration qui concerne les Africains au sud du Sahara, 14% les Asiatiques, 30% les Maghrébins et 34% les Européens. Et pour vous donner encore une idée, toujours chiffrée, ça représente 0,3% de la population française. La population française, c'est 69 millions d'habitants. 0,3%. Et sur la même période de référence, 60 000 immigrés ont quitté le territoire français. Vous allez vous rendre compte que la plupart des pays qui ont connu des taux de croissance positifs ces dernières années, c'est des pays où les conditions pour faire les affaires étaient propices. Ça veut dire moins de pression fiscale, ça veut dire un climat des affaires serein, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Vous avez vu que Emmanuel Macron s'est attaqué à quelque chose, à mon avis, qui est important, le code du travail en France, qui est très rigide. Vous avez vu toutes ces manifestations dans la rue. Hollande a essayé. Il s'est cassé les dents. Et vous voyez que là, Macron, il est en train de vouloir passer un peu en force. Un peu en force, puisqu'il n'utilise plus le Parlement. Donc, ça montre quand même que, fondamentalement, comme disait Pafé Siki, la France doit renoncer à un certain nombre de choses pour entrer dans le dur, dans la réalité. Renoncer au modèle social qui est, comme je l'ai dit, une imposture, parce que financé avec l'endettement, ou alors le réinventer, parce que c'est un modèle social qui fait, si vous voulez, la fierté de la France à l'échelle internationale. C'est pas un mais mauvais modèle. Aujourd'hui, ce modèle social, il est même en décrépitude, parce que ce qui amène des paradoxes, c'est qu'aujourd'hui en France, vous avez des gens qui préfèrent être chômeurs que travailler. Bon, disons oui, que mais je vous donne encore un dernier chiffre. Je vous donne un dernier chiffre. Le seuil de pauvreté, c'est 1015 €. Quand vous avez le SMIC qui oscille entre 1400 et 1600 €. Vous voyez. Et donc, quand vous financez un tel système social de cette façon, c'est clair que vous creusez le déficit public. Et ce déficit public, il va falloir, à un moment donné, s'y attaquer. Je voudrais terminer par quelque chose. On nous a dit que l'endettement du Cameroun était dangereux. Bon, pas seulement du Cameroun. On peut discuter là-dessus. Comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de ce qu'on fait de la dette. Ouais. Mais ce qui est pernicieux, c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce que, effectivement, si notre niveau d'endettement, c'est 30% du PIB, et que celui de la France, c'est 99% du PIB, et que sur la place internationale, pour des raisons, on va pas faire un débat là-dessus, pour des raisons inavouées, on nous dit que la France est plus crédible. Après avoir décrit tous ces... On va vous retorquer que la France, c'est une démocratie, c'est un pays de liberté. La France, c'est une économie, c'est une puissance nucléaire. Vous allez me dire quoi d'un pays comme l'île Maurice? L'île Maurice n'a pas la bombe qui est pratiquement le champion du monde
c'est-à-dire ces dernières années, Dans en le termes climat des affaires. d'innovation, en termes de conditions pour investir et tout ça. Qu'est-ce que vous direz de l'île Maurice? Je vous dirais Mais que allez l'île voir Maurice n'a pas la puissance- les taux n'est pas une puissance auxquels nucléaire. cet État peut lever l'emprunt. Ça pose un Donc, problème. il y a un deux poids, deux mesures. Il y a qui deux est poids, deux évident. mesures, clairement. Après, Et l'autre aspect, alors nous avons vu que les dirigeants politiques qui ont essayé de faire des réformes se sont cassés les dents. Bon, avant eux, avant ceux-là qui sont courageux, qui sont audacieux, les dirigeants aimaient la popularité. Donc ils n'osaient pas faire des réformes. s'attaquer aux réformes qui fâcheraient. Alors, après les dirigeants, maintenant il y a le peuple qui est habitué depuis 1945, parce qu'entre 1945 et 1975, on a connu donc ce qu'on appelait en Europe les 30 glorieuses. C'était une situation de plein emploi. Au sortir de la guerre, il y a le boom. Il y a la reconstruction, reconstruction. c'est normal. Il y a le plan Marshall. Plan Marshall, les il y a dollars l'argent. circulent. Parce que l'Amérique veut rapidement éviter que le communisme se propage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec les contributions fiscales des entreprises qui ont généré des emplois, on met en place dans le modèle social que nous avons aujourd'hui. Mais seulement en 1975 éclate la crise du pétrole. Et entre 1975 et aujourd'hui, il y a eu non seulement la crise du pétrole, mais il y a eu le réveil de la Chine. Il y a eu le réveil des BRICS. Il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont durci les conditions de productivité en France. Donc la France n'a pas su s'ajuster. Il y a eu la fin du communisme. Donc, voilà, la fin du communisme. La France n'a pas su s'ajuster. Elle est une victime de la mondialisation. J'aime bien cette expression de Pafessiki. Parce que les cabinets Eurostat et DataStream ont fait des calculs sur les désindustrialisations et la délocalisation. Il y a le Royaume-Uni, l'Angleterre, mais qui gère très bien sa situation. Il y a en deuxième position les États-Unis d'Amérique, qui gèrent très bien leur situation. En troisième position, il y a la France, qui n'arrive pas à gérer la mondialisation. Donc, alors, en dernière position, donc... D'où l'ingénierie des APE, on ne Voilà. va pas s'arrêter là-dessus. Tout à fait. Donc, nous avons donc les dirigeants, nous avons le peuple, et au milieu, il y a donc ce qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici, la dictature du syndicat, du syndicalisme. Alors, la France... On va en parler en deuxième partie. Alors, en France, une petite anecdote, un chef d'entreprise allemand, il y a des remous, il y a des incompréhensions, et il y a un employé français dans l'équipe qui dit, bon, on va brûler les roues. Et tous les Allemands le regardent, étonnés. Mais comment est-ce qu'on peut penser à brûler les roues dans la rue? Parce qu'en Allemagne, quand il y a des incompréhensions, on s'assied autour d'une table, Et on dialogue. à l'intérieur, à l'abri des caméras, et on dialogue. Mais en France, directement, on va dans la rue, on brûle les roues. Donc, il y a cette publicité négative qui... Les syndicats sont très puissants Très en puissant. France. Il est difficile en France de réformer à cause des syndicats. C'est pour ça que le président Macron a choisi la voie Des ordonnances. des ordonnances. Mais je crois que les choses se mettent en place progressivement. Peut-être qu'on aura l'occasion. On aura l'occasion d'en parler. Ouais, Mais je voudrais, avec le professeur Charlie Gabriel-Mbao, parce que ceux qui nous regardent, Vox Africa, on parle au monde entier, mais surtout aux Africains et à sa diaspora, veulent comprendre. Parce qu'il y a un débat qui revient depuis des décennies, c'est que, et beaucoup de gens le disent, la France n'est rien sans l'Afrique. Je voudrais qu'on ne soit pas dans un débat, j'ai envie de dire, futile, sans éléments pour sous-tendre cela. Que vaut l'Afrique auprès de la France? Que serait la France sans l'Afrique véritablement? Parce qu'aujourd'hui, en plein débat sur le franc CFA, en plein débat effectivement sur le rôle de la France dans la déstabilisation supposée ou non de certains pays africains, les gens estiment que sans l'Afrique, la France sera encore dans un état plus pitoyable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, je veux qu'on s'arrête un peu, avec vos permissions, sur cet élément-là. En réalité, ce n'est pas seulement les gens qui le disent, ce n'est pas des inconnus. Des grands dirigeants français l'ont dit, l'ont affirmé, l'ont reconnu. Mitterrand l'a reconnu. Chirac aussi. Chirac l'a affirmé. Plusieurs ministres de l'économie l'ont dit. En réalité, l'Afrique est le poumon de la France, notamment ce qu'on appelle d'un terme insultant le pré carré. Parce que dans un pré, il ne peut y avoir que du bétail. Et ce langage zoologique n'honore ni ceux à qui il est destiné, ni ceux qui l'utilisent. Mais regardez les pays africains. Les 10 pays africains les plus riches
ne sont pas ceux qu'on dit francophones. Et aucun d'eux n'utilise le fameux franc CFA. Un autre élément à ajouter dans ce panier de l'échange, qui peut nous dire la guerre que la France a jamais gagnée sans l'apport de l'étranger? L'histoire est là pour nous rappeler que les seules guerres que la France a jamais gagnées ont été gagnées avec l'appui des pays étrangers. Et la guerre économique que la France veut gagner, la France est consciente du fait qu'elle ne peut pas, qu'elle ne pourra jamais la gagner sans l'apport des étrangers. Regardons un élément populaire comme le football. À un moment donné, on a eu l'impression que la France subissait plus que d'autres pays le changement climatique, tellement son équipe nationale a été non seulement bronzée, mais presque caramélisée. Alors, on peut le dire comme cela. C'est pour dire que quand on y regarde, la culture française est fondamentalement monopolistique, exclusiviste. Et dès qu'il y a une situation de concurrence, la France perd ses moyens. Et à défaut d'arguments, on utilise la violence. Les pays africains le savent très bien parce qu'on décapite. La France coloniale ne fait pas de prisonniers. L'Afrique francophone n'aurait jamais connu un Mandela. On aurait décapité. Alors que dans d'autres cultures, on discute, on négocie. Les Jomo Kenyatta ont pu discuter. Ailleurs, on discute. Mais face à la France, vous n'existez simplement pas. Chibaou, on l'a vu. Au Cameroun, on a vu. En Algérie, on a vu. Donc, cette culture du monopole fait que la violence économique n'est que le prolongement de la violence militaire qui sous-tendait l'essor économique, voyez-vous, la splendeur de la France. Au fur et à mesure qu'on gratte, on découvre que, mon Dieu, il y a eu dol. Il y a eu dol. Mais comme des habitudes de vie ont du mal à changer, cela se voit en France, vous venez de le dire, en des termes concordants. Dès qu'on veut changer le nombre de morceaux de sucre dans la tasse de café du Français, il casse la tasse, il descend dans la rue. Voyez-vous? Donc, par rapport à l'Afrique, il faut se dire, on peut le dire simplement, la France ne s'imagine pas sans ses colonies. Elle n'a pas les moyens de se passer de ses colonies. Elle n'a pas les moyens de se passer de l'aide, entre guillemets, qu'elle accorde. C'est parce que certains... Permettez que je lise juste une phrase oui. dans le livre du professeur Décoloniser la France. La colle a collé, le colleur a l'objet à coller. Ah. Mais parfait, Siki. Aujourd'hui, de plus en plus de voix se lèvent pour relativiser cette hyper-puissance de l'Afrique dans le rayonnement de la France. D'ailleurs, le président Macron, concernant le CFA, dit c'est lui qui n'en veut pas, il est libre de le quitter. Et vous avez aussi certains spécialistes qui vous disent que l'Afrique ne représente plus véritablement grande chose dans l'économie française, sous-entendant que la France aujourd'hui pourrait se passer de l'Afrique ou bien de son jadis précaré. Alors vous qui êtes le directeur de rédaction d'un quotidien de l'économie, essayez de nous expliquer ça. Non mais c'est pas vrai, je veux dire qu'on est là dans le discours uniquement, on est dans la dialectique, on est dans la rhétorique. Hein, ce n'est pas vrai, parce que quand vous prenez les faits, l'avenir, par exemple, du français, aujourd'hui, dépend de l'Afrique. C'est-à-dire que la langue française. Du français, oui, la langue française dépend de l'Afrique. L'avenir du français en tant que langue, c'est en Afrique. Je suis désolé, si vous ne comptez que sur la France et quelques autres pays européens qui parlent le français, la langue française serait vouée à une quasi... Un chiffre. Le français a 275 millions de locuteurs.
120 millions, c'est en Afrique. Donc plus de la moitié. Et la langue française progresse en Afrique. Il y a de plus en plus de locuteurs de la langue française en Afrique. C'est même et relatif. Donc, l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. Et la France le reconnaît. C'est l'une des rares choses qu'elle reconnaît aujourd'hui. C'est que sans l'Afrique, la langue française mourrait. Peut-être que le professeur qui est plus un habilité. détail justement vécu, un événement vécu. 1999, l'UNESCO organise la conférence mondiale sur la science à Budapest. Nous avons le privilège d'y aller. Et la délégation de France est composée de scientifiques. Mais le chef de la délégation présente sa communication non pas en français, mais en anglais. Parce que dans cet espace scientifique, c'est d'abord la langue anglaise. Vous faites votre communication en anglais d'abord, on verra après. La délégation de France était furieuse, s'en est prise à son chef de délégation. Pourquoi ne pas parler le français à l'une des rares occasions où le monde peut nous entendre, où il y a des interprètes? Mais le chef de la délégation a voulu fonctionner comme un scientifique. C'est pour dire que la question de la langue est tellement préoccupante pour la France aujourd'hui qu'elle y investit énormément. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur économique fondamental. Vous entrez dans un magasin, vous allez lire les étiquettes. Mais vous allez vous diriger vers l'étiquette que vous lisez. Oui, si c'est dans la langue que vous comprenez. C'est dans la langue. Il est évident que si c'est écrit en turc, en mandarin, ou voilà, vous ne savez pas de quel produit il s'agit. Donc, c'est un investissement économique énorme, qui est plus économique que culturel. Tout à fait. Il faut qu'on le sache en Afrique. Et donc la France ne peut pas prétendre que son avenir ne dépend pas de l'Afrique, qu'elle ne tire rien de l'Afrique. En réalité. Au moins pour cet élément que vous avez évoqué. Le deuxième, c'est quand même le franc CFA. Pas pour toutes sortes de considérations que l'on évoque et tout, mais au moins le contrôle de l'information économique, le contrôle de l'information financière sur 14 pays africains. Mais c'est important. Tous les jours, bon pas tous les jours, 2 fois par an, vous entendez qu'il y a une réunion des pays de la zone franc. Mais que font-ils? Ils s'assoient avec, excusez-moi, le maître français, et chacun passe pour expliquer dans sa zone comment se comporte le cacao, comment se comporte le café. Mais est-ce qu'à un moment... c'est de l'intelligence économique. Voilà. Est-ce qu'à un moment, ils se demandent comment se comporte le bœuf de Bretagne ou, je ne sais pas, la pomme de quel autre département français? Non. On parle de l'économie, on décortique les économies de 14 pays africains. Et puis après, on tire la conclusion que, bon, ici ça va bien, vous devrez plutôt faire ceci, ici ça va mal, faites cela. Mais la France a besoin de ça pour son rayonnement international. Elle a besoin de ça. Mais parlons du dernier point, les ressources humaines, les hommes. Le professeur a eu la belle formule de la camérisation du sport. Vous regardez les champions français qui participent au rayonnement de la France dans le monde, l'équipe nationale de football. Comparez celle de 1984 à celle de 2017, vous allez bien voir que beaucoup de points blancs ont disparu, ont été remplacés par des points noirs. Donc on a beaucoup de choses. L'université, vous allez voir, la culture française aujourd'hui, une bonne partie de la culture française, c'est l'Afrique. Donc, on ne peut pas dire que la France aujourd'hui peut dire, bon, l'Afrique, France-Afrique, j'en ai assez, ok, je referme cette porte. Ce n'est pas vrai. Alors, la France a besoin de l'Afrique. Yannick, un dernier mot rapidement et nous allons suivre un extrait assez original tout à l'heure. Juste pour dire que, enfin, je vais peut-être surprendre tout le monde sur ce plateau, mais c'est de bonne guerre. La France elle a un passé, elle a un héritage qu'elle doit assumer. Et cet héritage, fatalement, c'est qu'à un moment donné, la France a eu besoin de l'Afrique. Et aujourd'hui, elle en a besoin pour garder le statut qu'elle revendique, celui de grande puissance. Certainement, sur le plan militaire, la France est une grande puissance. On va dire ce qu'on veut. La France est une puissance nucléaire. Sur le plan diplomatique, la France est une puissance aussi parce que quand elle contrôle la monnaie de 14 pays, c'est clair qu'elle a des intérêts économiques. C'est clair qu'elle peut faire et défaire certains régimes. On l'a vu par le passé. Sur le plan économique, en revanche, c'est là où il faut mettre un bémol. La France n'est plus une puissance. Elle n'est plus une puissance. D'ailleurs, les chiffres que nous avons égrenés... L'a-t-elle déjà été même en réalité? Elle a été à un moment donné de l'histoire. Elle a été à un moment donné de l'histoire.
parce que au sorti de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a donné les moyens. Tout le monde était un peu une puissance à ce moment-là. Non, je veux dire que d'un point de vue géopolitique, les fameuses 30 glorieuses. D'un point de vue géopolitique, la France a été une puissance à un moment donné de l'histoire, parce que au sorti de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a su tirer profit de la situation. C'est là qu'on a créé la grande entreprise ELF. C'est là que la France a pris possession d'un certain nombre de territoires véritablement en Afrique en implantant des bases militaires qui sont encore là. C'est à ce moment-là que la France a entamé cette diplomatie très offensive. On est d'accord, mais c'est une puissance de la France vue de l'Afrique, parce que le déploiement de la puissance de la France s'est vu beaucoup plus en Afrique que dans les autres parties. Non, pas seulement, si vous permettez que je termine, pas seulement en Afrique, contrairement aux idées reçues. Regardez un peu au Moyen-Orient. Un pays comme le Liban, par exemple, la France avait un intérêt stratégique à être au Liban. La preuve, c'est qu'au Liban, vous avez des gens qui parlent français. Un pays comme la Syrie est un pays très important pour la France. Donc, si vous voyez en Asie, la France s'est installée au Vietnam à un moment donné de l'histoire. Elle a été chassée, c'est vrai. Mais je vous dis que sur le plan géopolitique, la France a été à un moment donné une puissance. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que nous autres Africains, nous devons, c'est-à-dire avoir un regard moins complexé vis-à-vis de ce partenaire, parce qu'en 2050, comme tout le monde le sait, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. Et l'Afrique, c'est même le continent de l'avenir, puisque vous voyez que vous avez évoqué tout à l'heure les APE. Vous avez évoqué les APE. Oui. Mais l'une des vocations des APE, justement, c'est de créer un marché pour c'est-à-dire des débouchés pour les produits français, parce que cette affaire de compétitivité, quand vous produisez, il faut vendre. Si vous produisez à des coûts relativement élevés, vous ne pourrez pas vendre dans des pays industrialisés comme les États-Unis, le Japon et tout ça. Vous voyez un peu. Parce que la Chine s'en occupe très bien. Mais vous ne pourrez vendre que dans un continent où il y a une dépendance dépendance qui peut aussi être linguistique, comme le dirait le professeur. On va marquer un arrêt, mais avant de marquer un arrêt, je vais faire une petite parenthèse, Parfait Siki, parce que tout à l'heure, pour parler des joueurs de l'équipe de France, vous avez parlé de points blancs et de points noirs. Voilà. Pour dire aussi que nous, on est en train, sur Vox Africa, de mener un nouveau combat, c'est celui de mettre un terme au cliché. On n'est pas d'accord, par exemple, que les Africains se fassent appeler des Noirs, ce qui est une absurdité, parce que quand on entre dans la réalité, on se rend bien compte que c'est pas vrai. Vous n'êtes pas noir. Moi, par exemple, je suis pas noir. Si c'est pour dire que c'est des clichés qui ont été... Mais vous ferez... Voilà. C'est pour dire, en fait, que c'est des clichés qui ont été construits pour nous embastiller dans une certaine façon de parler. Le noir envoyant au malheur. Le diable, comme par hasard, il est toujours noir et tout, donc on évite. Également, on parle d'Africain, d'Occidental, mais jamais de blanc ou de noir. Je suis entièrement d'accord. Merci en tout cas pour vos compréhensions. Madame, monsieur, nous marquons un deuxième arrêt, et cet arrêt est assez original parce que nous avons l'une de nos fidèles téléspectatrices à Paris qui s'est servie de son téléphone portable pour faire une interview d'un clochard, d'un SDF en France, qui nous parle un peu de sa situation, et nous allons le réécouter une deuxième fois parce que là, il s'adresse aux Africains dans cet extrait. Nous l'écoutons et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde. Selim, c'est comment t'es arrivé déjà à vivre dans la rue? Alors, à 18 ans, ma mère elle m'a mis dehors, et du coup, depuis, j'ai pas mal de problèmes pour sortir de la rue malgré les aides qui existent en France. On a quelques soucis parce que les bailleurs sociaux ils louent pas forcément, ils sont un petit peu réticents. Mais tu touches des aides quand même? Ouais. Mais alors ça suffit à peine pour survivre en France, les aides qu'on touche de l'État. D'accord. C'est-à-dire que le peu d'aides qu'on touche nous suffit à peine pour survivre. Donc on est dans la misère en permanence, quoi qu'il arrive. Et dis-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme toi, CC, qui sont dans cette situation? Ah ouais, on est quelques milliers, voire en France, on doit être
2 ou 3 millions de SDF, dans mon cas, à se battre, etc., à chercher des appartements, mais à pas en obtenir parce que les propriétaires ils veulent pas louer, les bailleurs sociaux ils nous disent ouais, vous avez trop de chiens, même sans chien ils nous disent non, des trucs comme ça quoi. Et alors du coup, qu'est-ce que tu peux dire à mes compatriotes camerounais ou même africains qui sont capables de prendre des embarcations sommaires pour traverser la Méditerranée, pour venir en Europe? Ne dépensez pas vos sous pour faire la traversée, mais investissez-les dans votre pays et construisez quelque chose dans votre pays qui puisse vous servir. Les sous que vous mettrez dans la traversée, mettez-les dans quelque chose qui puisse vous servir plus tard à vivre dans votre pays. Parce que ouais, la traversée, il faut bien la payer. Il faut bien payer les passeurs, etc. Et tous ces sous, autant les investir dans votre pays, plutôt que d'essayer d'avoir une meilleure vie en France qui sera misérable. C'est la misère en France. De retour, Madame, Monsieur, pour la dernière partie de cette émission de l'intelligence du monde. Alors, on a voulu partager avec vous cette vidéo qu'a bien voulu faire cette téléspectatrice pour nous, qui s'est transformée l'instant d'un moment en intervieweuse. Alors, je ne veux pas orienter, je veux juste avoir des réactions. Quand on écoute ça, qu'est-ce qu'on se dit, Yannick Yemga? Bon, la première chose, c'est que ça déconstruit quand même un certain nombre de clichés qu'on avait sur cet Eldorado qu'on nous présente. Bon, vous avez quelqu'un qui est français, qui est dans une mendicité innommable. Moi, j'ai surtout été choqué par ce qu'il dit relativement aux Africains qui prennent le chemin de l'exil. Quand il les décourage, il faut savoir qu'il y a, selon toujours l'INSEE, il y a 7453 personnes qui ont trouvé la mort rien qu'en 2007, en 2016 sur le chemin de l'exil. Ça fait beaucoup. Et probablement que dans ces milliers d'Africains, ça c'est pour les Africains uniquement, qui ont trouvé la mort. Vous avez probablement des gens qui étaient peut-être ingénieurs, bref, qui étaient des diplômés de l'enseignement supérieur. Ce sont des intelligences africaines qui ont été ainsi perdues. Je crois que nos dirigeants doivent créer les conditions pour que cette fuite de cerveau et de potentiel s'arrête. Je crois que nos concitoyens également doivent comprendre que l'avenir, c'est ici en Afrique et que nous devons cesser d'imaginer que c'est en allant en France ou ailleurs que nous allons trouver le bonheur. Oui, docteur Simon. Alors, nous disons merci à notre téléspectatrice Maringa. Elle nous a permis de comprendre que rien n'est donné à personne. Rien n'est acquis nulle part. Nous sommes tous égaux devant les défis, devant les difficultés liées à notre condition d'homme. En tant qu'homme, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux en potentialité, en vulnérabilité, en fragilité. Que vous vous trouviez à Yaoundé ou à Paris, il ne vous est donné aucun privilège. Vous ne venez pas au monde avec des rentes. Vous venez nus. Du coup, tout ce qui est différence, notamment inégalité, ce sont des constructions humaines. Elles sont nées des constructions du pouvoir, des dominations. Il y en a d'autres qui, au fur et à mesure de l'histoire, ont construit des rentes de domination et ont fabriqué dans des stéréotypes, des clichés, pour les utiliser comme des armes de domination. Aujourd'hui, des images comme celle-là, et nous espérons que des téléspectateurs nous en enverront de plus en plus pour que nous diffusions, que nous montrions. Nous avons eu aussi à Vox Africa un très bon sujet fait par notre collègue de Paris, Olivier Nogo, qui nous montrait des choses assez effrayantes concernant les conditions de vie, notamment de certains Africains en France. C'est des choses, des images totalement insoutenables. Il est question pour nous en Afrique de comprendre que rien n'est donné à personne nulle part. Nous sommes tous devant nos défis, nous sommes tous devant nos contradictions, parce que les choix que nous opérons ont leur revers. Les difficultés que nous avons à gérer ces revers peuvent engendrer
des fragilités très importantes. Et c'est ce que nous voyons avec le cas français, c'est-à-dire une société qui, au sortir du Moyen-Âge, a pris l'habitude de réclamer, de fantasmer, de vouloir et de rechercher l'égalité. Au lieu de promouvoir la liberté qui est à la base du progrès, qui est à la base de la prise de risque, de la prise d'initiative, du travail. Alors, on reviendra certainement sur le travail, je reviendrai sur le travail tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le travail. On reviendra effectivement là-dessus. Alors, professeur Charlie Gabriel, quand on voit cette image, comme je le disais dans le briefing avant cette émission, le but n'est pas de dire qu'il y a aussi de la misère en France et que les Africains devraient être contents de le savoir, mais c'est de montrer, comme le disait le docteur Simo Diom, les fragilités et de faire comprendre en réalité aux gens que ce n'est pas parce que vous êtes arrivé en Hexagone que vous avez réussi, parce que là-bas, parfois, c'est même beaucoup plus compliqué. Et il faut rappeler que ce SDF, il reçoit une aide mensuelle de l'État de 450 euros. 450 euros, si on veut convertir pour ceux qui sont de la CFA, c'est 300 000 francs CFA. Mais avec ça, il faut dire qu'il ne peut pas vivre. Il ne peut même pas survivre parce qu'il ne peut pas louer ne serait-ce qu'une chambre, encore moins manger. Donc, parce que dans l'imagerie populaire, moi je discute souvent aussi avec des jeunes qui me disent « mais on nous a dit qu'en France on paye les chômeurs ». Donc, si on arrive là-bas, même si on ne fait rien, on va être payé. Donc, c'est cette culture qui est développée et c'est ce qui peut justifier que des gens mettent leur vie en péril parce qu'ils croient qu'ils vont arriver en France et ils vont directement recevoir de l'argent de l'État gratuitement. C'est les chômeurs français qui sont payés, hein. Voilà. C'est pas les voilà. Et il faut déjà le savoir. Oui, professeur. Ceci nous rappelle une observation du regretté Coluche, qui est un humoriste français. Il disait, mes enfants, ces Africains qui arrivent, mais voyez-vous, c'est des pauvres gens. Chez eux, ils n'ont même pas le chômage. Je pense que le marketing politique dont nous avons parlé a victimisé beaucoup d'Africains et les a plongés dans un phénomène qu'on observe avec les insectes, le tropisme. Quand vous allumez une lampe dans la brousse, vous observez que plusieurs insectes viennent vers vous. Et parfois, quand la lampe commence à chauffer, eh bien, ces insectes se brûlent les ailes. C'est un peu cela. Paris, ville lumière, la France, etc. Qu'est-ce qu'on nous a Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Voilà, on vous le dit et à force de le répéter, vous commencez à y croire. Mais le tropisme est fatal pour les naïfs. Il est important que ce soit un Français qui nous dise ce qu'il vient de dire. Parce qu'une fois que vous tombez dans la rue, vous avez du mal à en sortir. Il y est depuis 18 ans. Voilà, 18 ans, quel que soit ce qu'on peut vous apporter. Et c'est une interpellation pour ceux qui sont en responsabilité en Afrique. Parce que le jour où les décideurs africains conviennent de valoriser les intelligences nationales, de s'approprier les compétences nationales, au lieu de les considérer comme des obstacles à leur longévité, eh bien, on diminuera ces exportations d'intelligence qui se noient dans des océans. Parce que c'est un manque à gagner énorme pour l'intelligence africaine, pour l'Afrique, que de perdre. Il faut 50 ans pour former un bon médecin. Ça n'a l'air de rien, parce que quand le jeune médecin sort, la pratique développe son savoir. Il faut 40 ans pour former un bon enseignant. Et assez souvent, regardez nos instituteurs. Voyez-vous, ça commence à ce niveau-là. L'instituteur dans un pays, comme le nom le dit, c'est lui qui institue. C'est-à-dire, c'est lui qui fait entrer quelqu'un dans un statut. C'est la langue de France que nous parlons. À tort ou à raison, mais puisque nous parlons le français, l'instituteur, c'est celui qui introduit un jeune dans un statut. Si on ne valorise pas le savoir de l'instituteur, on a tué une nation en réalité, parce que la fondation est fragilisée dès le départ. C'est une interpellation, ce que nous venons de voir, pour nous et pour les pouvoirs africains. S'approprier les intelligences nationales dans les divers domaines empêchera
que nos intelligences se noient dans des bateaux mal structurés. Alors, parfait, Siki, sur cette question, on profite pour faire une parenthèse justement sur cette problématique d'immigration dont on parle beaucoup. Yannick nous a aidé avec des chiffres de relativiser parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est tous les Africains au sud du Sahara qui rêvent d'aller en Occident. Il est important, et je crois que le professeur Pondi l'a rappelé suffisamment dans un livre, de rappeler que l'immigration intra-africaine représente pratiquement 92% des mouvements, dont les Africains circulent plus en Afrique que de l'autre côté. Tant mieux. Malheureusement, on a, comme le disait Yannick tout à l'heure, plus de 7000 décès dans les océans cette année. Et ce qui peut être frappant, c'est que ceux qui mettent leur vie en péril pour tenter cette aventure, ce sont des gens qui sont, comme on l'a dit, déjà diplômés de l'enseignement supérieur pour certains, d'autres ont déjà une situation économique assez viable et tout. À qui la faute, j'ai envie de dire? Est-ce que la faute est à la France ou à l'Afrique? Parce que finalement, chacun essaye de se rejeter les torts. À qui la faute? Pourquoi est-ce qu'on vit une telle situation? Je crois que la faute, c'est à l'absence de plateformes comme celle-ci. C'est ça le problème. Ça ne peut être ni la faute de la France, ni la faute du Cameroun ou de l'Afrique. C'est l'absence de plateformes comme celle-ci, où on pose clairement la réalité. Parce qu'il y a beaucoup qui, si on leur avait dit la réalité qu'ils vont affronter, sitôt qu'ils ont traversé la Méditerranée, n'auraient jamais commencé le parcours. Ils se seraient dit, je n'y vais pas, je crois que je me trouve très bien chez moi. Alors, je ne sais pas combien de milliers d'Africains ou de millions d'Africains vont regarder cet extrait. Mais une chose est sûre, sur le nombre qui regarderont, il y en a qui seront dégoûtés de partir, de laisser leur cadre de vie commode pour aller tenter l'aventure. Il faut rappeler que lui reçoit 450 € parce qu'il est français. Oui, mais les non-français ne reçoivent rien. Il dit d'entrée d'ailleurs quelque chose qui pour un Africain est parfaitement choquant. C'est que sa mère l'a mis dehors. Oui. Mais est-ce que vous imaginez ce que ce discours représente pour nous, Africains? Mais notre maison paternelle est notre dernier refuge. C'est-à-dire quand vous avez tout perdu, quand vous n'avez rien fait de votre vie, l'endroit où vous allez vous réfugier, où vous êtes sûr de la protection, c'est chez votre père ou chez votre maman. Puisque votre père, quand elle vous envoie en mariage, vous la femme, elle vous dit, c'est toujours ta maison. Si tu as un problème, tu reviens. Donc c'est choquant pour nous, Africains, d'entendre qu'à 18 ans, votre mère vous a mis dehors. Et maintenant, c'est encore plus choquant. C'est un cliché que je veux dire là. Mais de voir un blanc qui est SDF en train, avec des dents qui lui manquent, dont il n'a pas pu voir un dentiste depuis quelques années, il a perdu des dents parce qu'il vit très mal. Et puis, il dit, nous sommes 3 millions comme ça. Mais on ne les voit pas à la télé, ces 3 millions-là. Quand nous regardons les images que l'on nous renvoie de la France, de cette avenue, ces Champs-Élysées lumineux, on ne voit pas ces 3 millions de SDF. Donc, et c'est d'autant plus important, je veux me permettre de vous appuyer sur ce point, parce qu'il est interdit de filmer. Assez souvent, on vous interdit de filmer ces images qui dévalorisent le marketing politique. Parce qu'on risque de voir... qui sont faits en caméra cachée pour la plupart. Si vous permettez, et c'est tout le mérite des programmes comme ceux-ci. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est de bonne guerre que la France fait ça. Vous savez, RFI, France 24, ça dépend du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Donc, il y a un marketing. Ils ont opéré une mutation. On a tellement parlé de ça qu'ils ont opéré une mutation. Bon, une mutation, d'accord. Mais à la base, c'est ça. Mais c'est clair. Ça a été ça. Donc, il y a un marketing pays qui est clairement construit. Et je pense que l'Afrique devrait aussi montrer l'Afrique qui marche, l'Afrique qui réussit. Ouais. On devrait cesser ce fatalisme, montrer cette Afrique empêtrée dans
dans les guerres, empêtré dans des maladies. C'est le continent du chaos et tout ça. Vous voyez, écoutez, parce que vous me donnez une bonne perche pour faire la promotion d'une nouvelle émission qui arrive très bientôt sur Vox Africa, qui s'appelle Africa Vox. Ça veut dire l'Afrique en marche. Et dans cette première édition, nous avons un entrepreneur camerounais, Thierry Niamen de Tanti, que vous connaissez, dont on raconte le parcours et le succès. Donc, on a effectivement à Vox Africa, c'est notre mission, de montrer également cette Afrique-là qui marche. Et dans les prochains jours, on aura justement Africa Vox sur l'antenne. Je voudrais terminer en citant un ouvrage que le professeur Charlie Gabriel Mbok a certainement lu, de Léon Blum, À l'échelle du temps. Il a écrit il y a à peu près 50 ans. Et il disait quoi? En substance, une nation qui ne peut pas tirer profit de la force montante des générations est condamnée à l'échec. Et Mitterrand avait complété cette pensée en disant que le rôle du politique, c'est de faire rêver. C'est de faire rêver. Monsieur Domché, quand des jeunes vous voient à la télévision, ça crée des vocations. Ça crée des vocations. Quand on voit M. Siki, moi j'ai été amené dans ce métier par des aînés comme lui, je veux dire que si on promeut les réussites africaines, vous aurez très peu de gens qui seront candidats à l'exil, candidats à la mort. Malheureusement, il faut aussi le dire, nous avons une énorme responsabilité dans cette affaire. Cette responsabilité, elle est collective. Cette responsabilité, elle incombe aussi aux politiques. Parce que si vous avez des pays où il n'y a pas une égalité des chances, si vous avez des pays où il n'y a pas une méritocratie, si vous avez des pays où les entrepreneurs, les capitaines d'industrie sont combattus au lieu d'être soutenus. Tout à fait. Voilà. Si vous avez des pays, on a pris l'exemple de la France, mais il y a un parallèle chez nous. Vous avez une perpétuation de l'élite à travers certaines grandes écoles. Vous savez, dans le modèle français, dans le système anglo-saxon, je terminerai par là. Je l'ai évoqué d'entrée dans cette émission. Ceux qui sont dans les administrations ne sont pas issus des grandes écoles. Vous voyez? Or, le filtre social qui est établi fait en sorte que celui qui est, c'est-à-dire qui n'emprunte pas l'ascenseur social est condamné à échouer. Et cet ascenseur social, dans un système juste, devrait être l'école. Or, ce n'est pas le cas. Je parle sous le contrôle du professeur Charlie Gabriel Mbok et du docteur Simodon, qui sont des enseignants. Or, ce n'est pas toujours le cas chez nous. Donc, il faudrait commencer par corriger ces paramètres. Lorsqu'on aura résolu ces problèmes de fond, on aura un système plus juste et on aura moins de candidats à l'exil. Alors, on va terminer cette émission en parlant effectivement de l'éducation et du travail. Mais avant, je voudrais quand même qu'on évoque, parce que ce que Yannick Yemga et ce que Parfait disent sur des plateformes comme celle-ci nous reconfortent dans le travail qui est fait. Je voudrais quand même qu'on profite pour annoncer que nous sommes en pleine préparation de la prochaine série qui sera consacrée à l'Afrique au Moyen-Âge. Dr Simodjom avait pour ambition de montrer aux Africains ce qu'était l'Afrique. On a souvent tendance à oublier que l'Afrique était la première puissance du monde et que l'essence, c'est pas un jeu de mots quand on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité, l'essence de l'éducation de tous les savoirs part de l'Afrique. Donc on a une série en préparation dans cette émission L'intelligence du monde consacrée au Moyen-Âge en Afrique qui sera... voilà. Quand la peste noire démolissait 50% de la population européenne, eh bien l'Afrique était la première puissance mondiale. L'Empire du Mali comptait 400 millions d'habitants et 0 prison, comme le rappelait si bien Borbasson sur ce plateau. Donc c'est une civilisation qui a son heure de gloire et il faut restituer l'histoire afin d'inspirer les générations suivantes. Et puisque j'ai la parole et puisque je voulais parler du travail, le déclassement français est lié au dépérissement du travail en premier lieu. Parce que nous parlons du déclassement industriel lié aux délocalisations et à la désindustrialisation. Mais c'est parce que les Français travaillent peu. Ils travaillent autour de 1453 heures. Alors les Français qui vous écoutent ce soir, ils vont vous en vouloir. Ils estiment qu'ils travaillent beaucoup. Les chiffres, aux Allemands, ce sont les chiffres. Oui, bien sûr. L'OCDE nous donne les statistiques. Oui, bien sûr. Et les classements de l'OCDE nous montrent quels sont les meilleurs élèves. C'est le Costa Rica, c'est le Mexique, c'est la Corée du Sud. Là-bas, on a des 2200 heures de travail
dans l'année. Et même au sein de l'Union européenne, vous avez des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie qui arrivent. Voilà, donc on a donc un pays qui ne travaille pas assez. Et il est donc question pour les Africains de tirer des leçons conséquentes de ce déclassement. Si les Français ne travaillent pas, j'ai envie de dire, dans la plupart des pays africains, c'est pire. Non, il n'y a pas de déterminisme. Si nous avons été à un moment donné exposés à l'expérience française, cela ne doit pas nous coller conditionner, à la peau. justement. Au contraire, je reviens pour parler de la France d'Afrique. Au contraire, nous avons la lourde responsabilité d'aider la France à se décoloniser, à sortir de son inertie. L'inertie en physique, c'est la situation d'un corps qui résiste au changement. Ou alors la situation qu'un corps qui ne peut plus changer par lui-même sa propre trajectoire. Donc le déclassement, qu'il soit économique, industriel, est dû d'abord au travail. Alors si je vous comprends bien, il est question que les Africains aident la France. Bien sûr, la France a besoin d'aide. Il faut qu'on les aide, exprimer notre solidarité. Effectivement, se départir de cette culture impérialiste, de cette culture de domination, pour enfin travailler et se développer par eux-mêmes et non en vivant un peu, si je m'en tiens à l'Afrique. La plupart des pays africains, le travail compté, c'est le travail formel. Or, 70% de l'activité économique est informelle. Et là-bas, il n'y a pas de temps de travail. Si on mesure les durées de travail dans l'activité informelle, on va se retrouver avec les seuils du Mexique, de la Corée du Sud et du Costa Rica, c'est-à-dire plus de 2200 heures de travail par an. Donc nous devons très bien comprendre la possibilité historique que nous avons eue. On ne change pas l'histoire. Nous avons eu une expérience de relation avec la France. Elle est dans une situation d'inertie. Elle n'arrive pas à se réinventer. Toutes les réformes sont combattues. Il n'y a pas de révolution. François Fillon voulait faire la révolution. Il s'est dit Thatcherien. Nous savons le sort qui lui a été réservé. Donc, mais il paraît qu'il a été plus victime d'autre chose que de son programme politique. Chacun répond de ses propres quand même, Fillon était aux affaires pendant 5 ans. Disons qu'il a porté, il était le seul à porter le programme de la révolution libérale. Alors que les autres parlaient des réformes. Et ce qu'ils nous font voir, c'est en fait des réformettes. Dans l'histoire de la France, il y a eu Juppé comme Premier ministre qui a véritablement tenté des réformes et qui a été chassé par la rue. C'est pour cela qu'on a parlé de la dictature du syndicalisme, la dictature de la facilité des masses, et bien le populisme des dirigeants qui bloquent la France et qui la situent dans une situation d'inertie. Donc le but, c'est de dire, Dr Simon Diom, mais vous terminez là-dessus, que la France, c'est vraiment le mauvais exemple et qu'il faudrait que les pays africains qui s'inspirent, parce que quand vous voyez l'organisation des administrations dans la plupart des ex-colonies françaises aujourd'hui, c'est du copier-coller. Vous n'avez qu'à voir les normes, on veut travailler exactement, respecter. Si la France fait une réforme dans un domaine, on a l'impression que la même réforme doit forcément s'appliquer. Donc le but de votre intervention, c'est de dire arrêtez de prendre la France pour modèle. Si quelqu'un est devant vous et qu'il se dirige tout droit vers le trou, eh bien, il vous appartient de vous retenir. Vous pouvez l'aider à ne pas tomber dans le trou. Si vous ne pouvez pas l'aider, arrêtez-vous. Donc, il est question pour les pays africains qui ont un tropisme, j'aime bien cette expression, un tropisme français, de s'arrêter. Je parlais du temps du travail. Il y a également la productivité. La France a l'une des productivités les plus faibles de l'Union européenne. Il y a également la durée du travail pendant la vie. Les Français vont à la retraite trop tôt. Il y a également le déclassement scientifique. Donc, choisir ce qu'il faut faire. En France, les filières d'avenir, la nanotechnologie, la biotechnologie, même déjà aujourd'hui, les objets nomades, les tablettes, les smartphones, les montres connectées, la France est absente. Nous avons la Corée du Sud, nous avons la Norvège, nous avons les États-Unis, mais il n'y a pas d'entreprise française qui peut proposer des modèles. Il faut quand même relativiser pour la durée du travail, parce que chez nous, vous avez des gens qui vont à la retraite à 55 ans. Mais c'est le tropisme. Or, en France, ce n'est pas 55 ans, là, je ne dis pas la retraite. Oui, après le débat. Il parle d'un tropisme. Donc, il y a le déclassement. Le déclassement, il faut donc tirer des leçons de ce déclassement et s'ajuster, travailler davantage, travailler plus longtemps, parce qu'il n'y a que le travail qui produit la richesse. Nous n'avons pas la possibilité d'exercer la violence
d'antan. Parce que par le passé, c'est la violence, c'est la colonisation, c'est l'esclavage qui produisait les richesses. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde plus ou moins, entre guillemets, civilisé. Et nous ne pouvons pas, dans un pays comme le Cameroun, aller dominer le Gabon pour puiser les richesses, extraire les richesses. Il ne nous reste plus que le travail. Si nous travaillons davantage, nous aurons à éviter ce type de déclassement. Et enfin, je parlais, peut-être l'éducation, on en parlera. On en parlera de l'éducation. On termine avec la notion du travail. J'ai vu le professeur Charlie Gabriel Bock prendre des notes. Ça veut dire qu'il a des points qu'il aimerait souligner. J'apprends beaucoup de ces observations. Vous voyez, la notion de travail, puisque nous sommes en Afrique, au Cameroun notamment, et que nous parlons de la France par rapport à l'Afrique. Regardez l'Allemagne. Je dis au départ qu'il n'y a pas de bonne colonisation. Mais le Cameroun a eu la possibilité de connaître la colonisation allemande et la colonisation française. Et les Français ont traqué l'esprit allemand. Parce que les Camerounais qui ont connu la présence allemande n'ont pas tari d'éloges pour ce qui est du travail et surtout de la productivité, le souci de productivité. On cherche encore à voir quel est le pont que les Français ont laissé au Cameroun. Mais il y a des ponts allemands que les Allemands ont laissé, le chemin de fer, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que notre entretien tente de réorienter les intelligences africaines. Et ces intelligences-là, justement, méritent de s'appartenir. Parce que l'école, si c'est une école de la récitation, si c'est une école du mimétisme et de la répétition, cette école-là conduit à l'impasse. Mais si l'école prend fin à un moment donné, pour qu'après les livres, après avoir lu les livres, on lise la société pour la transformer, on a gagné quelque chose. Parce que l'émission a pour titre « L'intelligence du monde ». Je voudrais comparer ou rapprocher ce titre à un ouvrage important que j'ai lu de Peter Drucker, « La grande mutation ». Parce que quand on parle de société de l'information, des gens ont cru qu'il s'agissait des médias, mais il s'agit de la connaissance. Et aujourd'hui, l'interpellation dans le monde, c'est qu'il ne s'agit plus d'ajouter des connaissances philosophiques à ce que Socrate a dit, mais il s'agit de transformer le vécu par ce qu'on a appris. Et là, on entre dans la notion de travail et de la production. C'est la grande interpellation aujourd'hui de l'Afrique, parce que s'il y a une révolution à opérer, je me réfère à un auteur que vous connaissez bien, Charles Piquet, il disait que la révolution n'est pas une opération par laquelle on se contredit, c'est une opération par laquelle on se renouvelle. Parce qu'il s'agit pour un corps de faire le tour et de soi et d'un espace donné pour revenir à son point de départ, non pas par souci d'inertie ou de répétition ou d'immobilisme, mais pour se régénérer. L'Afrique a besoin de se retrouver dans ce qu'elle a d'originel, de fondamental. Elle se rendra compte qu'elle a des leçons à donner au monde. Et je crois que c'est le sens de l'émission que vous venez de nous annoncer, parce que l'Afrique n'a pas que des leçons à apprendre des autres. Et il y a un ouvrage, Charles Garvey, je me trompe peut-être de nom, qui a démontré, un Nord-Américain, que lorsqu'on parle de Pythagore... Marcus, je crois. Marcus Garvey. Non, pas Marcus Garvey. Lui, c'était le panafricaniste, on connaît. Ouais. Mais George Garvey, il a publié un ouvrage où il démontrait que la plupart des théories développées par l'Occident ont été piquées, passez-moi l'expression, à l'Afrique. Le jour où il voulait donner sa conférence, on l'attendait dans la salle de conférence, on l'avait assassiné dans sa chambre d'hôtel pour qu'il n'ait pas à donner cette conférence. Je vais vous apporter ce livre-là qui peut nourrir l'émission que vous annoncez. D'accord. Alors, parfait, Siki, on est pratiquement arrivé
vers la fin de cette émission. On est en train de sortir parce que, comme j'ai dit, c'était intéressant de parler de la France, mais de parler de la France sous le regard africain et de voir ce que l'Afrique peut tirer de tout cela, de cette fragilité de la France. Et on est sur deux éléments importants. On a parlé là, on parle du travail. Oui. Et on se rend compte que dans la plupart des pays francophones, vous avez une sorte de copier-coller avec ce qui se fait en France. Ça veut dire que soit dans l'administration, on a parlé des grandes écoles, on parle de l'ENA en France, on parlera de l'ENAM dans un pays comme le Cameroun, en Côte d'Ivoire, vous avez exactement le même modèle. La manière dont l'administration fonctionne. Ce qu'on appelle par exemple des fonctionnaires, c'est les mêmes attitudes. Et des jeunes se lèvent, grandissent et rêvent de devenir des fonctionnaires. Ce qui est un peu paradoxal si on se réfère au modèle anglo-saxon. Si on prend un pays africain qui a décidé, par exemple, de changer totalement de paradigme, c'est un pays qu'on cite beaucoup, c'est le Rwanda. Tout à fait. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le service public, ou bien alors le secteur public est détenu par des privés. Quand vous voyez ce qu'on considère comme des fonctionnaires au Rwanda, ils n'ont rien à voir avec les fonctionnaires dans les autres pays africains. Alors, sur cette notion de travail, comment l'Afrique fait pour justement marquer le changement de paradigme vis-à-vis de la France, notamment les ex-colonies françaises? Il faut nous réadapter au nouveau monde. Il faut, si vous prenez le cas du Cameroun, moi j'ai bien entendu quand le professeur Charlie Gabriel Mbok a dit il faut à peu près 50 ans pour former un bon médecin. Mais 55 ans, c'est l'âge de départ à la retraite des médecins au Cameroun. Voilà. Ce qui est dommage. Il faut à peu près 40 ans pour former un bon enseignant. Donc cet enseignant doit entrer à l'école normale à 20 ans. Sinon, il n'aura jamais les 40 ans nécessaires à la maturation de son savoir pédagogique. Et d'ailleurs, quand il aura atteint le temps de maturation, il sera assez vieux pour aller à la retraite. Donc il faut d'abord qu'on change cette habitude, ce tropisme français que nous avons. Il y a le temps de travail. Alors, vous avez des gens qui sont assis sur un dossier qui concerne des milliers de gens, un pont, une route, et qui travaillent montre à la main. Et qui vous dit, les 15h30, arrête de travailler, ferme son bureau. Pour la petite anecdote, et je crois que tout le monde a vécu cette expérience, c'est tellement frappant. Et je crois que tout le monde vit un peu cette expérience. Ça veut dire, quand vous êtes dans un pays comme la France, quand vous arrivez, peut-être, je ne sais pas, vous voulez acheter un ticket de train ou tout, vous avez une image qui est frappante, c'est dès que l'heure arrive, personne ne s'occupe plus de vous. Oui. Je dis personne ne s'occupe. Si la dame doit arrêter son travail à 12 heures, à 12 heures, vous avez beau être 100, 150 à faire la queue, elle n'est pas au courant. Et justement, ils ont souvent un petit gadget, guichet fermé, elle est là le temps. Et vous ne verrez pas ça dans certains autres pays, notamment dans les pays asiatiques ou même dans d'autres pays européens, en Allemagne et tout. Vous n'avez pas la même relation, comme on parlait, la même relation au travail. Là-bas, les gens ont la notion du service public et il va vous servir en attendant que son collègue vienne prendre le relais. Mais, nous avons copié cette mauvaise habitude française chez nous. Quand vous arrivez dans les administrations après 15h30 chez nous, puisqu'on vous dit que l'heure de travail, c'est 7h30, 15h30. Alors, le fonctionnaire ne vous rappelle pas qu'il est arrivé à 9h, mais il vous rappellera qu'il est déjà 15h30 et qu'il faut qu'il arrête de travailler. Et puisqu'on parlait du travail, dans mon village, il y a un pont. Sous ce pont, les villageois vont prendre leur bain, comme dans beaucoup de villages dans ce pays. Et quand vous levez les yeux, vous vous rendez compte que le tablier du pont a deux architectures. Il y a une architecture première, vous sentez que c'est le premier colon qui est arrivé qui l'a faite, mais vraiment robuste, bien structurée. Et vous voyez une autre qui est tout à côté, qui avait juste élargi la route. Et vous voyez que c'est vraiment un raccommodage qui avait été fait. Et c'est toute la différence que dans mon village, on fait entre la colonisation allemande et la présence des Français. De votre village, Oui, Yannick Emga, par rapport à cette notion du travail, parce qu'aujourd'hui, on discute aussi, le but, c'est de permettre à l'Afrique de restaurer sa dignité, de se retrouver, et on est d'accord avec le docteur Simo Diom qui a dit il n'y a pas 36 000 solutions, c'est le travail. Alors, comment on fait pour se mettre au travail? Comment on fait pour ne pas suivre l'exemple de la France qui, comme le montrent tous les indicateurs, va tout droit vers un mur? La première chose, c'est qu'il faut se dire que la France est quand même arrivée à un certain niveau
et que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ça veut dire que nous devons mettre les bouchées doubles, nous devons travailler 2 fois plus. Je pense que le plus important, c'est de prendre quand même conscience de notre situation, de notre retard, de prendre conscience de nos limites, de tirer des exemples, les bons exemples partout où nous pouvons les trouver. Il y a des choses qui ont marché en France, il y a des choses qui ont marché en Allemagne, qui ont marché aux États-Unis, qui ont marché en Asie, que nous pouvons dupliquer chez nous. Il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple, comme on dit souvent. Je pense que l'une des clés, et pour répondre directement à votre question, pour l'Afrique, c'est, encore une fois, c'est l'éducation. C'est l'éducation, et il y a des pays, moi il y a un pays que j'aime beaucoup citer, qui est l'île Maurice, qui est devenu un véritable hub qui forme les jeunes. Vous avez des entreprises comme Coca-Cola qui en ont fait des pays témoins, qui ont implanté là-bas des industries. Donc, parce qu'en île Maurice, le gouvernement a compris qu'il fallait investir dans l'éducation de qualité. Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, vous avez beaucoup de gens qui vont dans des domaines de l'immatériel. Il n'y a plus des ingénieurs dans le dur, alors que nous avons besoin de chaudronniers, nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des hôpitaux. Souvenez-vous quand il y a eu le projet Pipeline Tchad Cameroun, il y avait un déficit de chaudronniers. On a dû aller en chercher en Malaisie. Donc nous avons besoin d'identifier les pans ou les domaines, les secteurs dans lesquels nous avons besoin de la main-d'œuvre de qualité bien formée. Et nous avons besoin d'investir dans ces secteurs-là. Il y a un domaine qui est en plein essor, celui des nouvelles technologies. Elles ne sont plus si nouvelles que ça. Elles ne sont plus si nouvelles que ça, fort heureusement. Nous avons des jeunes qui sont extrêmement talentueux, brillants. Il y a le cas à Tuzan avec le cardiopathe, c'est la preuve. Donc, nous devons nous intéresser à ces secteurs qui sont productifs. Et pour moi, le premier secteur productif, c'est le secteur de l'éducation, parce que n'oubliez pas que le premier facteur de production, c'est quand même le capital humain, capital intellectuel. Donc, si vous avez des gens qui sont bien formés, c'est sûr que derrière, vous avez un développement qui est lancé. Et je voudrais quand même terminer par quelque chose en interpellant encore une fois le politique, qui doit mettre en place quand même les conditions pour l'essor de l'Afrique. Si vous avez des gens qui pensent que leur pouvoir vient de Paris et qui ne doivent pas rendre compte aux peuples qui les ont élus, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Je voudrais par exemple vous dire que pour le cas par exemple de la gouvernance, vous avez pris l'exemple du Rwanda. L'Afrique n'a rien envié aux autres pays. Au Rwanda, plus de 50% des parlementaires sont des femmes. Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas dans des pays qui sont présentés comme des démocraties. Au Rwanda, vous avez une conscience de la chose publique, vous l'avez dit. Au Rwanda, vous avez c'est-à-dire des gens qui ont compris qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources naturelles et qu'ils doivent investir dans des secteurs... On parle beaucoup du Rwanda, mais il y a un pays aussi qui est très intéressant en Afrique, je vous invite à le découvrir, c'est le Botswana. On parle très peu du Botswana, mais c'est un pays extraordinaire avec un sens de l'État élevé. C'est le premier producteur de diamants au monde. La corruption est pratiquement au niveau zéro. L'État investit énormément pour l'éducation de sa population. C'est aussi un bon exemple. Il nous reste très peu de temps, donc dernière prise de parole pour chacun. Docteur Simodium sur l'éducation. Pour faire opérer la transition entre le travail et l'éducation, je pense que les intellectuels ou ceux qui se présentent comme des intellectuels en Afrique ont une lourde responsabilité, autant pour moi, pour modifier leur rapport au savoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui certainement ont des diplômes, qui certainement ont des connaissances, mais qui manquent d'agilité, qui manquent de souplesse, qui ne sont pas plastiques. Vous les verrez, ils sont des économistes, donc ils sont des économistes. Certains diront ils sont des mathématiciens, ils sont des mathématiciens. Non. L'intellectuel dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est l'intellectuel de l'intelligence du monde,
qui sait saisir le monde dans sa complexité, qui sait changer le point de vue disciplinaire, qui comprend que peu importe la discipline, le plus important, c'est de comprendre le monde et de fournir aux sociétés africaines les armes dont elles ont besoin pour gagner ce qu'il y a de guerre aujourd'hui et qui est la guerre économique. Donc, il faut de la souplesse, il faut de la plasticité, il faut qu'il y ait de la mobilité. Et là encore, nous devons nous méfier du modèle français, qui est le modèle de la fixité, de l'immobilisme, de la bureaucratie. Vous avez parlé des fonctionnaires. La France n'a pas eu de miracle économique pour plusieurs raisons. Entre autres, cet amour de la bureaucratie, cet amour de la poésie, cet attachement à la théorie, à la procédure. Voilà, à la rente, les rentes immobilières, les rentes de l'éducation. Qu'est-ce que les grandes écoles? Ce sont des rentes pédagogiques. C'est-à-dire que vous êtes né dans une grande famille, eh bien, votre avenir est tracé. Je voudrais qu'en Afrique, des gens sachent que, peu importe les conditions de départ, ils peuvent parvenir au sommet. Et que peu importe la formation initiale qu'ils ont eue, littéraire, anthropologue, ils doivent se réunir tous au carrefour de l'intelligence du monde. Merci beaucoup, Dr Simojo. On va donner la parole à Parfait-Siki et on terminera par le professeur Mbok. Un dernier mot, Parfait-Siki. Je suis d'accord avec Yannick quand il dit que l'intérêt, ce n'est pas de dire que la France n'est rien, non. Je pense qu'il est intéressant de montrer que tout est possible. Tout est possible à nous, pays africains, que ce qu'on nous présente comme des modèles ont des failles, ont des faiblesses, et que nos faiblesses à nous ne doivent pas être rédhibitoires. Elles ne doivent pas être considérées comme des fatalités. Elles doivent pas être considérées comme des fatalités. Elles doivent être des motivations supplémentaires pour aller conquérir l'intelligence, les savoirs savants, les savoirs pratiques professionnels pour pouvoir mieux affronter le monde. Tout est possible pour nous, Africains, nous, Camerounais. L'avenir est devant nous et je pense que ce type d'émission, je devrais remercier Vox Africa pour cela, si on en multiplie, si beaucoup plus d'Africains prennent conscience de ce que nos forces résident d'abord en nous-mêmes, alors nous aurons gagné quelque chose. Alors, le professeur Charles-Gabriel Mbok, pour terminer cette émission. Oui, très rapidement. Vous savez, puisqu'on parle le français, il y a le travail et à l'emploi. Assez souvent, nous pensons que quand quelqu'un n'est pas dans un bureau, on dit qu'il ne travaille pas. Ouais. Alors qu'il a son champ de manioc, sa bananeraie, il gagne bien de l'argent. Bien, l'argent qui sort de la bananeraie n'est pas moins important que le salaire mensuel de quelqu'un qui est dans un bureau. Il faut donc se dire qu'être employé dans un bureau, c'est passif. Je crois que l'Afrique de demain a besoin de producteurs d'emplois. Et c'est pour cela que l'éducation devrait être orientée vers la productivité. Ceci permettrait de produire des personnes qui soient des Prométhées, qui aillent voler le feu là où il faut le voler pour le ramener à la maison. C'est la première observation que je voudrais faire. La deuxième, puisqu'il s'agit de restaurer sa dignité, disons-nous bien que le savoir pour le savoir est stérile. Et de plus en plus, nous avons des licenciés en licence, des docteurs en doctorat, des professeurs d'ignorance. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans le livre. Et un ancien classique l'a dit, un prince dans un livre apprend mal son devoir, des exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Et nous pousserons en disant des exemples vécus. Quand on a appris à se frotter à la réalité, on entre dans l'école de l'humilité. Et dans le domaine scientifique, puisque nous avons, ma foi, c'est un peu ce que nous avons tenté de faire, nous nous rendons compte que le monde de demain, l'intelligence du monde, ne se contente plus de parler de la multidisciplinarité, ne se contente plus de parler de l'interdisciplinarité, mais parle de la transdisciplinarité. Bien, la capacité d'une discipline à avancer vers d'autres disciplines développe les connaissances et nous permet de nous rendre compte que le savoir qui ne s'est pas traduit en savoir-faire reste livresque. Et l'Afrique de demain a besoin de production de ce savoir-faire. Et je crois que c'est un peu le discours qui ressort de notre entretien. L'intelligence du monde passe par cette intelligence pratique de la productivité.
quel que soit le domaine. D'accord. Écoutez, merci à tous les quatre d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir apporté de vos connaissances pour éclairer nos téléspectateurs par rapport à ce sujet. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'Intelligence du Monde. Prenons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.